Jean-Yves Masson, qui est professeur, alors je disais tout à l'heure Paris 4, mais c'est plus Paris 4 qu'il faut dire, et j'oublie, Sorbonne Université. Oui. Professeur à Sorbonne Université de littérature comparée. J'avais pensé à lui pour venir nous parler, parce que dans le cours que j'avais fait sur ces fins de la littérature, il avait été pas mal question d'Hofmannsthal, qui est l'un de ces grands auteurs qu'il a traduit. Il a beaucoup traduit. Et c'est notamment pour cette raison que j'avais pensé à lui. Et son titre aujourd'hui est « Tout un homme fait de tous les hommes, vie obscure et fin du récit contemporain ». Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Alors, je vais vous parler de deux livres qui sont des fins et d'un livre qui était, enfin, plusieurs livres qui étaient presque un commencement. Alors, on pourrait mettre cette communication, j'ai pensé à citer la fameuse phrase de Marie Stuart, « En ma fin, j'ai mon commencement », dont T.S. Eliot a fait d'abord dans East Coker « In my beginning is my end », et à la fin du poème, comme vous savez, ça se retourne, et c'est « In my end is my beginning ». Parce que je pense que je vais vous parler de trois auteurs, trois livres, qui ont été pour moi le point de départ d'une enquête qui n'a pas donné encore la forme d'un essai, mais qui est en train de prendre cette forme. Une enquête sur ce qu'on pourrait appeler, pour jouer sur le titre de Pierre Michon, les héros minuscules ou les héros obscurs. Et pour vous parler et pour reprendre aussi un titre d'un des livres dont je vais vous parler, enfin d'un des textes dont je vais vous parler, de Marguerite Yourcenar, dont la nouvelle Un homme obscur me semble révéler en France l'apparition d'une nouvelle thématique dans le roman contemporain, et c'est ça qui m'intéresse. Je partirai de la phrase que j'ai donnée en citation comme titre à cette communication. Si vous l'avez reconnu, c'est la dernière phrase des mots de Sartre. Si je range deux phrases, si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est en 1964, c'est la fin de l'œuvre littéraire de Sartre. Toute son œuvre littéraire est derrière lui. Il lui reste à publier des choses, bien entendu, mais ce seront les volumes de Situation, ce sera l'essai sur Flaubert, L'idiot de la famille. Il n'y a, après les mots, plus de romans ni de nouvelles de Sartre, plus de pièces de théâtre non plus, puisque la dernière pièce, c'est Les Séquestrés d'Altona en 1955. Et bien sûr, il y aura encore en 1965 l'adaptation des Troyennes d'Euripide, mais c'est une adaptation et il n'y a plus de pièces de Sartre après. L'Engrenage, créé en 1969 au théâtre, est une pièce de 1946, publiée en 1948. Donc c'est juste la création qui a lieu en 1969. Donc c'est la fin de l'œuvre de Sartre, de l'œuvre littéraire de Sartre. Il lui reste son œuvre philosophique et son œuvre critique. Mais c'est un point final, et quand on lit les mots, on comprend bien pourquoi. C'est un livre d'une cruauté, je l'ai relu pour cette communication, d'une cruauté sidérante à l'égard de lui-même. C'est un acte d'auto-accusation terrible. C'est aussi une déclaration de guerre, non seulement à son milieu, la bourgeoisie, non seulement à son double héritage religieux, protestant du côté du grand-père et catholique, mais aussi tout simplement un règlement de compte avec son enfance. Je cite, « Le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit. La voix de mon grand-père, cette voix enregistrée qui m'éveille en sursaut et me jette à ma table, je ne l'écouterais pas si ce n'était la mienne. » Et après un livre pareil, effectivement, on voit mal, il en a été question tout à l'heure quand Anne Jefferson a parlé de Sarraute, on voit mal comment Sartre aurait pu continuer en fait son œuvre littéraire, même si à la fin, après avoir analysé ce qu'il appelle sa propre folie,
sa propre imposture. Certes, c'est une imposture qui remonte à l'enfance, mais comme il le dit, il a mis de très nombreuses années à s'en délivrer, et il y a une partie des fantasmes qui alimentent le désir d'être écrivain, dont Sartre lui-même reconnaît qu'ils ne se sont pas dissipés. La seule chose que Sartre sauve, le seul avantage qu'il se reconnaît et qui fait que dans les dernières pages, les 15-20 dernières pages, il affirme quand même qu'il continuera à écrire, mais ce sont des pages extrêmement désabusées, c'est que Sartre dit qu'il n'a jamais cédé à l'élitisme, que ce qui lui a été inculqué, c'était non pas le culte du génie, qu'il y a assez vite renoncé, mais le culte du travail, l'idée d'une sorte d'exercice de la cléricature littéraire. Et même s'il n'en partage plus les illusions, il a renoncé à l'idée que la littérature lui représenterait pour lui en quelque sorte quelque chose comme un salut. Cette phrase « Tout un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui », elle m'est revenue en songeant à un type d'écrit qui s'est multiplié dans la littérature française à partir des années 80. En 1982, Marguerite Yourcenar publie, avec le recueil de nouvelles Comme l'eau qui coule, ce qui met fin à son œuvre romanesque. Je parle bien entendu juste de l'œuvre romanesque. Le reste qui continue sont les écrits autobiographiques. Dans ce recueil, il y a 3 nouvelles. C'est un triptyque. Même si les 3 nouvelles n'ont pas la même longueur, il n'est probablement pas dû au hasard que Marguerite Yourcenar ait placé au milieu la nouvelle Un homme obscur, qui certes a duré longtemps, mais ça c'est le cas, je parle sous le contrôle de Josiane Savigno, mais j'espère ne pas dire de bêtises. De toute façon, tous les textes de Yourcenar ont eu une genèse extrêmement longue. Elle a sans cesse porté ces grands textes en elle. Elle raconte d'ailleurs dans la postface comment elle a eu l'idée de ce récit consacré à un héros qu'elle appelle Nathanaël, en hommage à André Gide et aux nourritures terrestres, et qui est l'histoire d'un homme justement ordinaire, absolument obscur. Je ne suis pas loin de penser que Marguerite Yourcenar, en publiant Comme l'eau qui coule, et en regroupant trois nouvelles, en formant une sorte de triptyque, c'est moi qui pense que ça occupe à peu près dans son œuvre la place des 3 contes de Flaubert. Ça n'était peut-être pas totalement étranger à son projet, à sa décision éditoriale. En tout cas, je remarque que Un cœur simple de Flaubert dans les 3 contes occupe également le centre et qu'il y a un rapprochement de fait créé par la proximité entre la vie, entre Un cœur simple qu'on pourrait appeler vie de Félicité, la servante, et puis les vies de saints, puisque nous avons à côté la légende de Saint Julien l'Hospitalier. Ce qui se multiplie à ce moment-là, ce qui va se multiplier à partir de ce texte que je considère donc qui est dans la fin de l'œuvre de Yourcenar, mais qui pour moi marque aussi un commencement, c'est qu'elle annonce un type de texte qui va se multiplier et une thématique. 2 ans après Marguerite Yourcenar, écrivain consacré, c'est un jeune auteur inconnu, Pierre Michon, qui publie en 1984, également chez Gallimard, Les Vies minuscules. C'est un débutant en littérature, il ne l'est pas par l'âge, puisqu'il a déjà beaucoup d'expérience et que toute cette expérience accumulée est présente dans le livre, où l'on retrouve d'ailleurs, de la part du narrateur, la thématique tellement insistante de sa propre vocation d'écrivain, thématique qui pourrait apparaître, si on mettait les textes en regard, ce qu'il faut faire, comme une réponse, je ne pense pas que Michon y ait pensé, mais comme une réponse, malgré tout, à l'accusation de Sartre portée sur sa propre vocation littéraire. Michon, lui, décrit surtout l'incertitude, l'angoisse
que cause chez lui le désir d'écrire, mais aussi la crainte de ne pas être à la hauteur de cette ambition. Et pourquoi ? Parce que Michon vient d'un milieu extrêmement modeste, n'est pas un enfant de la bourgeoisie comme Sartre. C'est un enfant, un héritier de l'école publique. C'est un homme dont la vocation d'auteur se nourrit du culte des grands textes qui ont encore marqué l'enseignement qu'il a suivi. Et il y a un autre auteur dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je n'en aurai pas le temps ou que je n'en dirai que quelques mots, mais quelqu'un qui est aussi cet enfant de l'école républicaine et qui va aussi consacrer presque toute son œuvre à parler des gens ordinaires, de l'homme et des femmes, des hommes et des femmes du commun. C'est Pierre Bergogneau, et en particulier, dans mon enquête, a pris une importance de plus en plus grande le roman de Pierre Bergogneau intitulé « Miette », il faut prononcer en 2 syllabes, qui est, me semble-t-il, l'histoire d'une femme, une paysanne, qui est à ce point effacée que l'auteur lui-même, le narrateur lui-même, ne l'a vue qu'une dizaine de secondes dans sa vie, et pourtant, il en tire un roman, certes pas très long, mais qui fait quand même 150 pages. Michon, Bergogneau, après d'autres, je ne peux que citer des titres, mais c'est par exemple Des hommes illustres de Jean Rouault en 1993, dont le titre est évidemment à prendre comme ironique et se retourne. C'est justement parce qu'ils ne sont pas illustres, c'est la suite de son premier livre, Les Chants d'honneur, ou encore en Italie, parce que ça dépasse de très loin la seule perspective française pour s'étendre, à mon avis, à l'ensemble des pays d'Europe, Les vies des hommes non illustres de Giuseppe Pontigia, qui fait le pari d'un recueil de nouvelles consacré à des vies d'êtres rigoureusement sans aucune importance sociale. Le roman, je prends un peu de distance avant de revenir à Yourcenar et à Michon, le roman a été, c'est connu, l'héritier de l'épopée. Il est sorti pour renaître des cendres du roman antique. Il est revenu avec l'ambition de reprendre l'héritage de l'épopée. Le centre du roman a toujours été un héros et une vie qui mérite d'être racontée avec une grande ampleur est forcément la vie d'un être exceptionnel, fût-il imaginaire. Très tôt, il y a eu des tentatives pour prendre le contre-pied. Dans l'Espagne de Don Quichotte, où Cervantes règle son compte à la tradition du roman de chevalerie, le roman héroïque par excellence, Don Quichotte est le Don Quichotte, le livre lui-même, mais le cortège funèbre somptueux par lequel Cervantes mène au tombeau toute une littérature qui deviendra après lui illisible. Cervantes nous apprend une chose avec Don Quichotte, nous apprend un millier de choses, mais surtout une, c'est que l'échec devient plus intéressant que la réussite. L'échec de Don Quichotte, le naufrage de son existence est beaucoup plus intéressant que la réussite. Et ça n'est pas un hasard si Flaubert avait pour Cervantes et pour Don Quichotte une admiration infinie. Et si l'on a pu dire, et c'est très probable, que Madame Bovary était au monde bourgeois, ce que Don Quichotte est au monde héroïque des romans de chevalerie, puisqu'elle a la tête tournée par des livres et des fictions. Elle est malade de ses lectures. Dans cette Espagne de Cervantes apparaît aussi le roman picaresque. Le roman picaresque, le héros picaresque vient du bas de la société. Et seulement, le héros picaresque est simplement l'inversion caricaturale et parodique du héros noble. Il est ignoble. Sa mère est une prostituée. Son élévation dans la société est totalement parodique puisqu'il se retrouve à la fin aussi misérable qu'il l'était au début.
Il n'est pas l'homme ordinaire, il est l'extrême bas de la société, dans laquelle il a un peu plus ou moins une place, mais justement, par définition, même s'il est un serviteur, il ne garde jamais sa place, il va de maître en maître. Quand Flaubert, avec Un cœur simple, consacre un récit entier à Félicité, la servante, ce qui est vraiment nouveau dans ce... Parce que je pense que tout part de là, que c'est Flaubert qui est le premier, que c'est ce premier texte qui est vraiment prophétique par rapport à l'avenir de la littérature. La Félicité n'est pas une marginale, au contraire, elle a tout à fait sa place dans la société. Elle n'est pas une misérable. Quand Victor Hugo écrit Les Misérables, il fait le portrait du très bas peuple, c'est-à-dire de gens que leur misère place en marge de la société. Et du coup, il y a des choses à raconter, il y a beaucoup à raconter. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur la vie d'une personne dans laquelle il ne se passe rien, si ce n'est le service quotidien et une place tout à fait ordinaire dans la société? Les vies minuscules de Pierre Michon, Miette de Pierre Bergogneau ou encore Un homme obscur de Marguerite Yourcenar, ce sont des récits sur des hommes ordinaires qui ne sont pas des marginaux. Le pari, c'est de faire du récit là où il n'y a pas prétexte à récit. On va voir que Yourcenar triche encore un tout petit peu, puisqu'elle ne peut pas s'empêcher de faire appel à quelques emprunts au genre picaresque, malgré tout. Mais l'essentiel du projet est quand même encore là. Il est déjà là, plutôt. Nous avons affaire, je crois, avec ce type de livre, à un projet qui me semble donner son vrai sens à la fameuse phrase de Flaubert sur son rêve d'écrire un livre sur rien. Je crois qu'il ne faut pas l'entendre dans le sens où l'a entendu le nouveau roman, mais qu'il faut l'entendre dans le sens de raconter un livre en rendant intéressantes des choses qui n'ont pas d'intérêt particulier à être racontées. Comment rendre intéressant ce qui n'est pas intéressant? Et ce pari romanesque, il est très difficile. Dans la masse des écrits que j'ai pu examiner, on constate une première chose, c'est que ça s'adapte, cette idée de raconter une vie obscure, une vie minuscule, une vie qui ne se voit pas, mais qui n'est pas pour autant spectaculaire par sa misère, pas plus que, bien entendu, par sa grandeur, qui n'est pas la simple contre-épreuve, le simple renversement de l'héroïsme classique. Eh bien, dans ce projet, aboutit très souvent à des textes courts. La nouvelle Un cœur simple est une nouvelle. Madame Bovary, qui est un vrai roman, déjà appartient à une classe sociale beaucoup plus élevée. Et on est évidemment dans une problématique qui est très, très différente. C'est un défi de raconter quelque chose là où il n'y a rien à raconter. Et ce défi, Pierre Michon, par exemple, relève dans Les Vies minuscules en faisant de ce livre relativement gros, en réalité, une succession de vies qui ont chacune la taille à peu près d'une nouvelle, et où le modèle de la vie de saint est tellement... Parce que les vies de saints aussi, c'est court, c'est décanté, c'est fait pour ne retenir que l'essentiel. Alors, il s'agit évidemment là de personnages exceptionnels, les saints, mais ça sert quand même de modèle parce que ce qu'on cherche en l'écrivant, et l'auteur qui écrit la vie de Félicité, avec le renversement parodique peut-être de la mystique avec le perroquet, mais tout de même, il y a cette présence, parodique certes, mais il y a cette présence. Eh bien, on va voir que la vie de saint est présente à l'arrière-plan du projet de Pierre Michon, puisque vous avez au moins la vie du père Foucault, dont le nom, je ne pense pas que ça ait été le vrai nom du personnage, évoque évidemment un autre Foucault qui est Charles de Foucault, et puis la vie de l'abbé Georges Bandy, qui est évidemment un personnage de curé indigne, mais quand même un personnage de prêtre.
Dans ce projet, donc, on a, me semble-t-il, la promotion d'un type d'écrit qui, à mon avis, est devenu possible et même nécessaire dans la littérature française après je dirais, la cure d'ascétisme qu'a représenté le nouveau roman. Dont Dieu sait, attention, je ne suis pas du tout un ennemi du nouveau roman, mais il faut absolument reconnaître que le projet du nouveau roman était en gros la renonciation au personnage, à la notion même de personnage, en tout cas dans sa définition classique. Et après cette cure de renonciation, c'est comme si le personnage, quand il revenait sous les traits de cet homme, ou femme, hein, entendons-nous, qui est tout un homme et qui vaut tous les autres et que vaut n'importe qui. Écrire la vie de n'importe qui, c'est évidemment un projet romanesque bien différent et il hante la littérature française depuis fort longtemps. Je ne vais pas m'y attarder, mais je vous cite 2 exemples que j'ai trouvés qui sont particulièrement saisissants. Le vrai précurseur, c'est probablement Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Un petit passage du livre 11 où Chateaubriand évoque un pêcheur italien à Albano, peut-être vous vous en souvenez, qui est condamné injustement à mort parce qu'il est accusé d'être un espion du pape, ce qui est évidemment complètement absurde. Et Madame Récamier, qui est présente, essaye de faire quelque chose et elle n'arrive pas à empêcher l'exécution de cet innocent. Cet innocent est tué au nom de Bonaparte. Et voilà la conclusion de Chateaubriand. Le monde n'aperçoit en Napoléon que des victoires. Les larmes dont les colonnes triomphales sont cimentées ne tombent point de ses yeux. Et moi, je pense que de ces souffrances méprisées, de ces calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseils de la Providence les causes secrètes qui précipitent du fait le dominateur. Quand les injustices particulières se sont accumulées de manière à l'emporter sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a du sang muet et du sang qui crie. Le sang des champs de bataille est bu en silence par la terre. Le sang pacifique répandu rejaillit en gémissant vers le ciel. Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pêcheur d'Albano. Quelques mois après, il était banni chez les pêcheurs de l'île d'Elbe et il est mort parmi ceux de Sainte-Hélène. Bon, c'est du Chateaubriand, bien entendu. C'est aussi une vision fondée encore sur une foi chrétienne dans la justice, mais l'idée est là. Et Dieu sait que Chateaubriand n'est pourtant pas un républicain. Le problème que cela nous pose, voilà un des plus anciens textes que je connaisse. Il y a tout chez Chateaubriand, il y a 2 siècles de littérature à venir. Hein. Voilà un passage où je crois que Chateaubriand a pressenti quelque chose qui allait venir. Il y a eu des projets inspirés de cette idée de raconter la vie des gens ordinaires, mais ce sont tous des échecs, à mon avis. Pas des échecs littéraires, mais des échecs quant à la cohérence du projet de représenter l'homme ordinaire. Je citerai par exemple Germinie Lacerteux des Goncourt, qui vient avant, un peu avant, 12 ans avant les 3 contes de Flaubert. Dans Germinie Lacerteux, les Goncourt décrivent une vie qui est celle d'une servante. Seulement, il manque leur projet de décrire la femme du peuple, parce qu'ils projettent sur elle, sur Germinie, tous leurs fantasmes, toute leur horreur de la femme, tous les vices dont ils peuvent l'accabler, même s'il y a eu un prétexte qui était quelque chose qui est arrivé à une de leurs servantes. Et du coup, évidemment, oui, il y a à raconter, mais ce n'est justement plus du tout une femme ordinaire. Et par exemple, en 1855, George Sand, avec le projet des maîtres sonneurs, décrit des paysans, des bûcherons, des forestiers, mais elle ne peut pas s'empêcher de placer au centre du récit un musicien de génie, Joseph, même si on n'est plus dans le monde de la musique savante, mais dans celui de la musique populaire, Joseph porte des traces tout à fait évidentes du portrait d'un Chopin. Or, le propre du héros, minuscule ou obscur, c'est qu'il n'est pas un génie, justement. Surtout pas. Alors,
Le problème, au fond, que pose ce type de littérature, j'aurais tendance à le désigner en parodiant une phrase de René Char. Vous connaissez le poème de Char, « Le monde de l'art n'est pas le monde du pardon ». Le problème, c'est le monde de l'art est-il le monde de la démocratie ? C'est probablement pas non plus le monde de la démocratie, en tout cas pas spontanément. Mona Ozouf, en 1998, dans son essai sur Henry James, La muse démocratique, a très bien montré la contradiction entre la culture démocratique des États-Unis et la vocation d'écrivain ou les principes esthétiques du romantisme d'Henry James, qui est qu'entre la construction de héros fondés sur des valeurs d'élite et aussi sur des valeurs esthétiques qui font que les livres s'adressent à cette élite, il y a une contradiction. Le monde de l'art, le monde de la littérature n'est pas celui de la démocratie. On voit très bien ça dans un roman tout à fait médiocre de Lamartine, qui s'appelle Geneviève, que j'ai lu et je ne vous le conseille pas à la lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est la préface de Geneviève. Dans Geneviève, Lamartine, en 1850, c'est l'histoire d'une servante, raconte comment il en est venu à écrire ce livre. Il décrit sa rencontre à Marseille avec une ouvrière, une couturière, qui s'appelle Reine Garde et qui écrit des poèmes. Et Reine vient voir Lamartine, qui est de passage à Marseille. C'est encore à la fois le Lamartine écrivain et le Lamartine aux ambitions politiques malheureuses, mais incontestablement situé du côté républicain. Et elle lui dit « Pourquoi vous, les grands écrivains, vous ne parlez jamais de nous ? Pourquoi vous écrivez des livres ? Pourquoi écrivez-vous toujours des livres qui sont faits pour l'élite, pour la bourgeoisie, et jamais pour nous, les gens du peuple ?» Et elle lui cite même, parce que ça ne date pas d'hier, aux yeux de Reine Garde, elle lui cite même Paul et Virginie. Et lui dit, ça a l'air d'être un livre fait de deux héros tout à fait simples et ordinaires, mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que le père de Virginie est un militaire, et en réalité, elle a été au couvent, elle est éduquée pour avoir une vie qui sera une vie d'élite, et c'est la fille d'un général, elle a une tante qui en veut faire une femme de qualité, et elle commente ainsi, « Ce sont des tableaux de choses que nous n'avons pas vues et que nous ne verrons jamais chez nous, dans nos familles, dans nos ménages, dans nos états. C'est plus haut que notre main, madame, nous n'y pouvons pas atteindre. » Elle s'adresse à la femme de Lamartine. « Qui est-ce donc qui fait des livres ou des poèmes pour nous ? Personne. » Et il y a, et c'est là que le projet de Lamartine ne va pas fonctionner non plus, c'est l'ambiguïté des livres pour nous et des livres sur nous. Car en écrivant Geneviève, Lamartine a l'impression, il annonce la venue, dit-il, il sent bien qu'il faudra qu'il y ait la naissance d'une, c'est lui qui emploie l'expression, littérature populaire. Je pense qu'il est le premier, il faudrait vérifier. C'est un terme qui a même abouti à la création d'un prix au XXe siècle. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais Lamartine souhaite une littérature populaire, mais pour lui, ce n'est pas une littérature qui parle du peuple, c'est une littérature qui s'adresse au peuple, comme si ce que demandait comme si le fait d'évoquer la vie d'une servante ne pouvait intéresser que des servantes et des ouvriers. Ce qui, évidemment, il le sait bien, n'est pas exact. Outre que c'est un roman qui est fondé alors, sur des jugements de valeur qui sont irrémédiablement bourgeois et qui donc désavouent d'avance le projet, on a quand même quelque chose qui est, me semble-t-il, intéressant dans cette prise de conscience chez Lamartine du fait qu'il y a une majorité de la société qui n'a pas droit à la littérature. Donc, cette question, me semble-t-il, a fini par aboutir à des œuvres comme Un homme obscur de Marguerite Yourcenar, ou, je terminerai par là, le projet des vies minuscules
chez Pierre Michon. Quelle est la clé? Pourquoi est-ce que Un homme obscur est un chef-d'œuvre absolu et, à mon avis, un des plus grands textes de Marguerite Yourcenar, bien que ce soit un texte qu'on n'a pas remarqué? Eh bien, ayant eu un jour la chance qu'on me demande une préface sur ce livre pour une édition de bibliophilie, je me suis rendu compte, à le relire, que ce qui était le plus important dans le projet de ce livre, indépendamment du fait que, pour raconter, Marguerite Yourcenar est obligée d'inventer un voyage de son héros jusqu'à l'île des Monts Déserts, clin d'œil à sa propre biographie, le fait qu'il épouse à un moment donné une prostituée qui va finir pendue. Donc il y a dans la Hollande, j'ai oublié de dire peut-être que ça se passait en Hollande, il y a des effets de contamination du roman picaresque. Et puis il y a autre chose, c'est que malgré tout, Nathanaël a une profession. Cette profession, c'est celle d'être typographe. Et ce n'est pas une profession tout à fait ordinaire. D'un autre côté, le typographe, donc elle a doté son héros quand même d'un degré de culture suffisant pour pouvoir rendre crédibles ses réflexions sur la vie. Le fait d'être typographe l'amène même à entrer en contact avec un philosophe dans lequel on peut reconnaître un double de Spinoza, et qui a une pensée aussi révolutionnaire que clandestine. Et ce clin d'œil, évidemment, donne son sens au livre, dont la leçon est en fait métaphysique. La vraie leçon du livre, c'est dans la 6e et 7e partie de la nouvelle, où le héros, qui est malade, va être envoyé par ses maîtres, puisqu'il est entré au service d'une grande famille, sur une île de Frise, une île frisonne, et où il va sortir du temps. C'est Marguerite Yourcenar qui l'écrit. À partir du moment où il se retrouve seul et malade sur cette île, alors le temps cessa d'exister. Sans horloge, sans montre, sans calendrier des bergers pendus au mur, le temps passait comme l'éclair ou durait toujours. Et dans cette situation, le héros va aller vers la mort en perdant successivement son nom, il se souvient à peine de comment il l'appelle, en brûlant la Bible, parce qu'un soir il fait froid et il faut se chauffer, et il n'hésite pas à brûler la Bible, ce qui est une manière pour Yourcenar de dire que ça n'est pas, à ses yeux, un livre de sagesse supérieur au grand texte du bouddhisme, en faisant une dernière fois l'expérience de l'amour, puisqu'il se souvient de l'amour qu'il a pour la maîtresse de maison de la dernière maison où il était employé, et en adoptant finalement un comportement animal, Nathanaël va mourir seul, blotti dans un coin au milieu des roseaux, dans cette nature entièrement déserte, et il va, on comprend, se fondre dans la nature. C'est une fin panthéiste, c'est une fin mystique. Et qu'est-ce que ça veut dire dans l'œuvre de Yourcenar? Eh bien, mon hypothèse, c'est que cette nouvelle est si importante parce qu'elle forme une trilogie. Entre Nathanaël, Zénon et Adrien, c'est la même chose. C'est-à-dire que Nathanaël n'a pas le savoir immense de Zénon, il n'est rien alors que Adrien était tout, et pourtant sa vie est aussi riche en expériences humaines et mystiques que celle d'Adrien. Il n'a pas davantage qu'Adrien ou Zénon la réponse devant le mystère de la mort, mais il a su se nourrir et être un homme tout entier. C'est de tout un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Et il me semble que c'est une clé en réalité de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, que cette nouvelle est qu'elle forme un triptyque, comme l'après d'elle, disons, d'un retable, dont les deux tableaux principaux seraient les deux grands portraits d'un homme vraiment illustre, l'empereur Adrien, et d'un autre dont le caractère, qui est à la fois illustre et imaginaire, qui est Zénon, mais tout de même éminent par son savoir, par ses interrogations philosophiques, par son inquiétude, et dont la destinée était incontestablement une destinée, même imaginaire, mais exceptionnelle. Avoir cela, je crois qu'il y a dans Un homme obscur une intuition, celle de consacrer, de rendre vie, de donner vie
à un homme dont la vie ne reçoit son intérêt de rien qui lui soit extérieur. Pas de la position qu'il occupe, pas des études qu'il a faites, pas de la famille d'où il vient, mais seulement de sa substance intime. C'est, au fond, le même projet qui est au cœur de, évidemment, dans la différence absolue des Écritures et de l'inspiration, mais qui est au cœur, je crois, du projet de Pierre Michon. Et ce n'est pas tellement aux vies minuscules que je m'intéresserai pour terminer, qu'à ce petit texte qui en est comme l'appendice, Vie de Joseph Roulin, paru en 1988, qui raconte, qui n'est pas une vie en réalité, si ce n'est par sa taille et aussi par son propos. On ne peut pas reconstituer toute la vie de Joseph Roulin, il y a une part de rêverie, et en même temps c'est extrêmement documenté. Et c'est pour ça que la fin d'un grand écrivain, d'une grande autrice, comme Yourcenar, coïncide de si près avec les débuts de celui qui est encore en 1984-88 un futur grand écrivain. À propos de Joseph Roulin, le facteur chez qui a logé Van Gogh, et Van Gogh qui a, dit-il, peint toute cette sainte famille, puisqu'il a fait le portrait non seulement de Joseph Roulin, mais de sa femme et de ses enfants. Que faire de lui, dit au début Michon, qui a envie d'écrire sur ce Joseph Roulin. Il est vide comme un rythme. Et il faut donc remplir ce vide. Et qu'est-ce qui remplit ce vide? Ce sont les étonnements, on pourrait appeler ça les stupéfactions de Joseph Roulin. Tout est sorti pour Michon d'une réflexion sur le droit au portrait. Il est vrai que l'homme ordinaire est rentré en peinture plus tôt qu'il n'est rentré en littérature, avec la peinture hollandaise en particulier, ou encore avec les frères Le Nain. Mais globalement, celui qui a droit au portrait, c'est comme celui qui a droit au roman, c'est forcément un personnage illustre, qui peut payer un peintre comme Velázquez, comme Tintoret, pour faire son portrait. Il faut attendre la photographie pour que l'homme ordinaire ait le droit à avoir lui aussi son portrait, et très significativement, dans les récits de vie minuscule que je suis en train d'étudier, il y a toujours comme support de la rêverie de l'écrivain la photo. C'est le cas notamment dans Miette, où c'est les quelques photos qui restent de cette femme qui n'a pratiquement pas de nom et qu'on ne connaît qu'à travers ses enfants, c'est ces photos qui permettent à Pierre Bergogneau de construire son récit. Je pourrais citer beaucoup d'autres auteurs qui ont travaillé sur ces photos. Or, Joseph Roulin a été portrait. Ce qui inspire Michon, c'est que Joseph Roulin, grâce à Van Gogh, a eu droit à être peint, dit Michon. Vous connaissez ce portrait extraordinaire, avec sa vareuse, ses boutons dorés, ce bleu inouï des habits. Il est peint comme un tsar, ou comme un amiral, dit Michon. C'est-à-dire que Van Gogh peint les humbles comme s'ils étaient des princes. Et c'est ça qui émeut, qui touche Pierre Michon, d'autant plus qu'il n'est pas sûr, il est même certain que Roulin n'a pas forcément compris le génie de Van Gogh, qu'il a surtout porté secours à ce jeune homme, cet homme encore jeune, qui était en détresse et envers lequel il a ouvert sa maison, utilisé toutes ses qualités humaines pour tout simplement le recueillir et venir à son aide simplement du point de vue humain. Or, Van Gogh fait un cadeau au Roulin. Il peint Madame Roulin, dit Michon, comme peu de reines d'Espagne auront été peintes. Et en Roulin, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, dit Michon, il voit l'espoir, l'utopie qui a nourri en Roulin le républicain. Qu'est-ce que c'est la République? C'est la fin de l'aristocratie, en principe. Si nous nous appelons monsieur ou madame, il ne faut jamais oublier que sieur ou dame, ça veut dire monseigneur, et que ce sont des titres qui désormais sont quotidiens, mais qui étaient réservés aux aristocrates. Des messieurs et des dames, c'est ce que nous sommes, et par conséquent, le républicain Roulin attendait de la République qu'elle fasse venir au jour le prince qu'il était fait pour être, le prince qu'il était. Or, quand la République fut là, dit Michon, page 25 de l'édition de poche,
le prince Roulin demeura invisible. Il y a toujours un président de la République, des ministres, des députés, et lui, il reste un simple facteur. Et c'est pourquoi, dit Michon, qui pense à sa tradition familiale, il a reporté tous ses espoirs sur le grand soir. Il y a 3 stupéfactions de Joseph Roulin qui rythment ce récit. Première stupéfaction, la République. Mais c'est une déception. La République arrive, mais qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas la promotion des humbles qu'elle aurait dû être. Et pourtant, Michon sait très bien qu'il est un enfant de la République et que malgré tout, même si elle n'est pas la promotion des humbles, elle va leur donner l'éducation et faire que certaines mains à charrue deviennent des mains à plumes, pour reprendre les mots de Rimbaud. Deuxième stupéfaction de Joseph Roulin, la peinture. Il a un peintre, il va l'accompagner, Michon imagine qu'il l'accompagne dans la campagne et qu'il voit ce combat complètement terrible et titanesque de Van Gogh avec la couleur, avec les pinceaux, avec le travail de la peinture. Et Roulin est comparé par Michon, ce n'est pas un hasard, à Sancho Panza face à Don Quichotte. Don Quichotte, c'est Van Gogh qui, avec ses couleurs et ses pinceaux, se bat contre quelque chose qui ne peut que stupéfier Joseph Roulin. Troisième stupéfaction, c'est après la mort de Van Gogh, quand un marchand de tableaux de Paris débarque chez les Roulin et leur propose d'acheter le portrait, les tableaux que Van Gogh leur a légués, en particulier le tableau qui est dans la cuisine et qui est le portrait de Joseph Roulin devenu célébrissime. La stupéfaction de Joseph Roulin, c'est « ainsi, c'était un grand peintre ». Et il me semble que nous avons affaire ici à quelque chose qui pose toutes les questions relatives à la promotion de l'homme ordinaire dans la littérature. C'est-à-dire qu'il faut arriver à consacrer à un homme ordinaire la même biographie qu'à un saint, à un prince ou à un empereur. C'est ce qu'avait déjà essayé de faire, je crois, Marguerite Yourcenar, et il me semble, je vois se multiplier les livres dont c'est le projet, comme si, peut-être, il y avait le désir de mettre au jour, en littérature, cette démocratie pour laquelle, a priori, elle n'est sans doute pas faite. Merci. Merci pour cette étude des, comment j'ai envie de dire, des zones du romanesque, la zone, enfin, le bord du romanesque, qui me pose 2 ou 3 problèmes. Le premier, c'est que il y a des vies ordinaires dans toutes les classes de la société. Il y a des vies vides chez les bourgeois, chez les petits bourgeois, chez les employés, et dans l'aristocratie. Il y a des vies ordinaires partout. Vous avez raison. Et l'identification de la vie ordinaire et de la vie populaire, pour moi, ne va pas tout à fait de soi, comme limite de la littérature. Je peux vous répondre? Attendez, l'autre problème est celui-ci, porte au fait que vous avez lié le roman à l'épopée et le romanesque, mais il y a une autre donnée du roman, c'est la famille. Le roman est lié toujours des histoires de famille. Et moi, j'aurais plutôt tendance à poser la question dans ces termes-là. C'est l'introduction comme limite de la littérature. Et alors, c'est un peu, ça touche la période auquel vous évoquez, c'est le roman du célibataire. C'est l'introduction du célibataire dans la littérature qui est une limite du roman qui apparaît vers la fin du XIXe siècle et qui se répand beaucoup dans la première moitié du XXe siècle, sans toucher nécessairement les classes populaires. Ça peut être un roman de petits bourgeois, le roman célibataire, mais c'est le roman de vie vide. C'est le roman de vie vide
que celle du célibataire. Et bon, troisième point, c'est troisième question que j'aurais à poser. C'est à propos des Vies minuscules de Michon, qui est un livre que j'aime beaucoup, que je connais bien, qui, pour moi, est en fait un livre en deux parties. Il y a la partie, les premiers récits de vie, qui sont des récits de vie de personnages qu'il n'a pas connus. Puis la deuxième partie, c'est le récit de personnages qu'il a croisés dans la seconde moitié du livre. Et il y a une nette rupture dans le livre entre la première partie, puisque tous les personnages de la première partie ont quelque chose de légendaire. Ils sont liés à un roman familial. Donc je ne peux pas dire qu'ils soient véritablement ordinaires au sens où vous l'avez dit, puisqu'il y a toujours autour d'eux une dimension qui est liée à la légende familiale. Il y a quelque chose de légendaire. En revanche, dans la seconde partie du livre, ceux qui ne sont pas entourés de cette aura, non pas d'aura dans la seconde partie, parce que ils ont été fréquentés par le narrateur lui-même. Alors ils répondraient, à mon sens, mieux à ce côté. Mais ceux de la première partie, justement, ils sont pris dans la famille, qui est au fond le romanesque même, quoi. Je dirais plus que l'épopée et le roman du 19e siècle. Et là, c'est le roman de la famille. Donc c'est là, pour moi, ce serait là qu'on toucherait. Et évidemment, Un cœur simple, ça reste un prototype. C'est la domestique célibataire. Oui, et c'est en ce sens-là que moi, je la verrais plus prototypique que... Enfin voilà, les trois questions que je pose, mais on touche bien à ce qui est limite, je dirais moins fin de la littérature que limite du romanesque, limite de ce qui serait la zone à la limite du romanesque. Alors, je vous remercie beaucoup pour ces remarques. Je dois dire que je n'avais pas perçu de rupture dans ma lecture des Vies minuscules. Je ne la ressens pas. Dans la lecture des Vies minuscules, je ne ressens pas de rupture entre ces deux parties. Donc, je vous promets que je vais le relire et voir si ça correspond à quelque chose que je n'ai pas ressenti ou que je n'ai pas vu. Si j'ai tort, hein, c'est possible. Donc, je vais regarder ça. La deuxième, là, vous avez tout à fait raison de dire qu'effectivement, une vie vide n'est pas nécessairement une vie, peut être une vie bourgeoise, c'est tout à fait vrai. Ou même, par exemple, la vie d'un fonctionnaire. Hein, il y a tous les fonctionnaires, voilà. Et je pense que c'est le roman russe, surtout, qui a commencé, c'est surtout chez Tourguenieff qu'on trouverait ça d'abord. Hein. C'est pas un hasard s'il y a une amitié telle entre Tourguenieff et Flaubert, je crois. C'est qu'ils ont été parmi les premiers à prendre des personnages de ce genre comme sujet. Moi, ce que vous dites, à la fois me confirme, je vois bien comme objection, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui a tout à fait perçu ça. À mon avis, c'est le fils spirituel de Flaubert, c'est Maupassant, dans Une vie. Parce que c'est bien une histoire, plus ou moins familiale, mais c'est aussi la façon dont une femme de la bourgeoisie, qui reprend plus ou moins la mère de Guy de Maupassant, Laure, finalement se désembourgeoise au contact de sa servante, laquelle récupère la mise. C'est-à-dire c'est le récit du rapprochement entre ces deux conditions qui deviennent strictement équivalentes. Mais pour moi, ce n'est pas une objection, c'est-à-dire entre Félicité et Madame Aubin, et puis Laure et j'ai oublié le nom de sa servante, c'est pas Laure d'ailleurs son nom, mais dans Une vie, j'ai oublié le nom de l'héroïne, il y a cet effet de rapprochement, donc de la nudité de la condition humaine hors de toute situation sociale. Il n'empêche que c'est un projet qui, me semble-t-il, ne serait pas apparu en faisant passer au second plan la question du statut social du héros. Je pense que c'est une question qui devient absolument fondamentale à partir de ce moment-là.
Et je maintiens que pour moi, parce qu'on pourrait dire qu'il y a les Misérables de Hugo, mais non, justement. Non, mais ça, là, vous avez raison. On est Là, vous avez d'accord, raison. hein. Ce que Voilà. je dis, c'est que... Et pourtant, là, on est dans une histoire de famille. Hein. Mais vous voyez, moi, la définition du roman par la famille, bon, c'est pas la mienne, en tout cas. J'y ai jamais pensé sous cet angle-là, qui est une promotion de la famille, oui. Le héros célibataire, je vous promets d'y penser. Voilà, je suis d'accord. C'est en tout cas une objection bienvenue. Merci. Question? Juste dire, c'est Martin qui parle. Vas-y. Oui, juste un petit mot à Jean-Yves. Dans la reconstruction de la relation entre, disons, l'individualisme démocratique et les valeurs que tu as esquissé à un moment, hein, tu as dit il y a une histoire à reconstruire post-révolutionnaire, etc. Il me semble qu'il y a un texte qui irait dans la bibliographie vaste que tu as mobilisée. Hein. C'est le texte de Tocqueville de la démocratie en Amérique. Oui, bien sûr. Parce que dans ce livre, il y a un chapitre extraordinaire sur la question de, à partir du moment où tout le monde va pouvoir être écrivain, comment est-ce que vont se distinguer les écrivains et comment ils vont rendre intéressant cette distinction à ceux qui, eux aussi, pourraient vouloir être écrivains. Et donc, je trouvais que cette question, elle est très importante. Absolument. D'ailleurs, Mona Ozouf le cite tout à fait oui, tout dans à son fait. essai sur James, que moi je trouve très remarquable. Et elle part de Tocqueville. Eh bien, je compte en parler de Tocqueville, mais je ne peux pas, bien sûr, naturellement. Tu as tout à fait raison. Ouais.